Chers tous et toutes, la situation sanitaire nous empêche cette année encore de nous retrouver physiquement. Et c'est donc en ligne, par cette vidéo, qu'au nom de mon équipe et de moi-même, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Après les 2 dernières années qui se sont écoulées, nous avons, je crois, tous et toutes besoin d'espérer que ces prochains mois voient un changement de la situation générale, politique, sociale, économique, climatique. Parce que depuis 2 ans que nous subissons cette épidémie, cette pandémie à l'échelle de l'ensemble de la planète, que nous vivons au rythme des couvre-feux, des confinements, des restrictions des libertés, et surtout au rythme, en France, erratique de la stratégie de ce gouvernement, à coup de vaccins, de doses, de passes sanitaires ou de passes vaccinales. Notre résistance a été mise à rude épreuve et je pense que je ne peux que rappeler à quel point nous sommes reconnaissants et reconnaissantes à l'ensemble des personnels de santé, des soignants et soignantes qui continuent de porter à bout de bras l'hôpital et qui continuent de faire face en première ligne à la pandémie. Et ce n'est pas grâce à la politique du gouvernement d'ailleurs que elles et ils sont en mesure de le faire, c'est malgré cette politique. Au cours de la dernière année, nous sommes battus à l'Assemblée nationale pour permettre que la réponse sanitaire soit à la hauteur de la situation, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas focalisée que sur le vaccin, puisque c'est un moyen utile, nécessaire pour réduire les formes graves, mais ce n'est pas un moyen suffisant et nous n'avons cessé de le dire. D'ailleurs, nous ne reprenons que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui a alerté il y a quelques semaines les pays occidentaux en expliquant que ce n'est pas à coup de 3e, 4e dose de rappel qu'on fera face à cette pandémie quand une bonne partie de l'humanité n'a pas encore accès au vaccin. C'est la raison pour laquelle nous avons été, avec Jean-Luc Mélenchon, les premiers et les premières à appeler à la levée des brevets. C'était une tribune aux côtés de Lula, l'ancien président du Brésil, et d'autres personnalités des pays du Sud qui demandent depuis 1 an la levée des brevets. Ce que l'Union européenne et la France d'Emmanuel Macron n'ont toujours pas accepté de défendre franchement au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Sur cette question de la pandémie qui occupe beaucoup en fait dans notre quotidien par justement les limites aux droits et libertés qui ont été imposées, qui ont été encore renforcées cette année. On a vu aussi à quel point le système économique avait failli, puisque à l'origine de la pandémie, il y a un choix de productivisme, d'élevage concentré et qui a favorisé la diffusion du virus. Et la remise en cause de ce fonctionnement n'a pas été réelle, véritable de la part des dirigeants et des dirigeantes qui, l'espace de quelques instants, ont eu des hésitations, des prises de conscience. Vous vous rappelez certainement le discours d'Emmanuel Macron qui disait, quoi qu'il en coûte, qui disait il faudrait quand même réfléchir à comment fonctionne la société. Et puis, en vérité, Macron en tête se sont battus pour que le monde d'avant revienne en grande force pour retourner à cette anormalité du néolibéralisme. Et cette semaine, le rapport d'Oxfam France, l'organisation non gouvernementale qui travaille sur ces questions, l'a encore rappelé en montrant comment, au cours des 19 derniers mois, les ultra-riches ont engrangé plus de richesses qu'au cours de la dernière décennie. C'est une réalité à travers la planète. Chaque 26 heures, un nouveau milliardaire arrivait dans ce petit club de ultra privilégiés, alors que 160 millions de personnes sur la planète sont tombées dans la pauvreté. C'est aussi une réalité au niveau français où les plus riches ont accaparé 236 milliards supplémentaires, c'est l'équivalent de 4 fois le budget de l'hôpital. Aujourd'hui, les 5% les plus riches possèdent
autant que les 40% les plus pauvres. Voilà la réalité d'un système capitaliste où les profiteurs et profiteuses de la crise sanitaire, mais aussi de la crise écologique, continuent à se gaver, continuent à accaparer, continuent à dévoyer les moyens de la collectivité pour leurs seuls intérêts. Et c'est à l'aune de cette situation, de ces enjeux, que on ne peut que souhaiter ce changement, on ne peut que souhaiter pour cette nouvelle année une remise en cause de cet état du monde qui n'est pas une fatalité. C'est en tout cas ce à quoi nous nous sommes engagés au sein du groupe de la France Insoumise, que nous avons travaillé à l'Assemblée nationale, à chaque fois en s'opposant aux politiques autoritaires, aux politiques de casse sociale, aux politiques anti-écologiques menées par la majorité macroniste, mais où nous avons aussi proposé, à l'occasion notamment de nos journées d'initiatives parlementaires, des voies alternatives, des contre-budgets, un budget au service de la reconstruction de l'hôpital, au service du bien-être pour tous, au service de la bifurcation écologique. Et donc, c'est ce bilan, c'est ce mandat qui nous a aussi permis de montrer, je crois, à une échelle de masse qu'une autre société était possible. C'est un travail que nous avons déployé pour l'essentiel à l'Assemblée nationale, puisque c'est là que se situe notre terrain d'intervention en tant que députés avec nos équipes, mais nous avons aussi, au sein de la circonscription, dans le 18e et 19e, été à la rencontre des citoyens et des citoyennes, des associations qui nous ont fait part de la réalité et des conséquences de ces politiques désastreuses menées par le gouvernement depuis 5 ans, qui continuent à se mobiliser, qui continuent à faire ce travail extraordinaire de solidarité, d'aide aux plus vulnérables et aux plus démunis, de créativité, qui continuent à renforcer, à maintenir le lien social. Et nous avons été, avec mon équipe, à leur rencontre, nous avons relayé leurs demandes et nous avons été aux côtés de celles et ceux qui luttent. Parce que oui, la résistance, la lutte a continué de s'exprimer au cours de cette année 2021. Je pense notamment à une lutte emblématique, celle des femmes de chambre de Libis Batignolles, qui au bout de plusieurs mois de grève, plus d'1 an de grève, ont obtenu une victoire importante. Et je crois que c'est un symbole, en tout cas pour moi, de cette détermination, de cette force incroyable des salariés, des travailleurs et travailleuses essentiels, celles qui nous ont aidés pendant la pandémie à faire face, celles qui continuent à faire tourner la société. Et donc, c'est vis-à-vis de ces travailleurs et salariés que je voudrais rendre hommage pour 2021, et en espérant que ça inspire d'autres luttes. On a commencé l'année avec une mobilisation sans précédent de l'enseignement, de l'éducation nationale face à l'incurie du ministre Blanquer, et puis parce que la question de la formation, la question de l'éducation est un enjeu absolument primordial si on veut faire face au changement climatique, si on veut que notre société bifurque, il faut mettre les moyens. En tout cas, c'est ce que nous défendons, nous avons défendu et que nous allons continuer à défendre. Voilà quelques éléments de la situation. Je voulais vraiment terminer sur la question de la mobilisation, parce que je crois profondément que c'est tous et toutes ensemble, mobilisés, auto-organisés au quotidien, auprès des citoyens, auprès des salariés, nous-mêmes engagés dans des luttes, que nous arriverons à faire en sorte que cette année 2022 soit radicalement différente de ces 2 dernières que l'on vient de vivre, de subir surtout, pour faire en sorte que tout change. Et il n'y a que par la mobilisation collective, l'engagement de tous et toutes, que je crois qu'on y arrivera. Alors, pour cette année, comme les précédentes, je vous donne rendez-vous dans la rue et dans les urnes, dans la lutte, tous et tous ensemble. Belle année 2022 à tous et toutes.